Ça fait qu'aujourd'hui, on va regarder aux tomates, puis tous les petits trucs que moi j'ai appris au cours des années pour éliminer une bunch de petits problèmes qui c'est qu'à tendance à arriver quand on travaille avec des tomates, des fois, il y a des blights, puis il y a des maladies, puis il y a des blossom end drought, puis il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent, puis qui peut être vraiment compliquer les affaires quand c'est qu'on essaie de faire pousser nos tomates. La tomate, c'est un de ces icônes-là du jardinage. La tomate, c'est comme la reine du jardin. C'est souvent plusieurs de nous autres, on se mesure notre skill level, tu sais, là, par rapport à à comment bien que nos tomates faisons. Worcester, dans ce temps-ci de l'année, au mois d'avril, c'est le temps pour commencer nos graines de tomates. Puis le temps pour les sortir de hors, c'est au début de juin. Moi, normalement, je mets pour les mettre de hors à l'entour du 10 au 15 de juin. J'espère souvent après la première lune du mois de juin, la pleine lune, parce que souvent il y a un fret. Mais pour faciliter les affaires, pour que ça soit un petit peu plus safe, c'est une bonne idée de mettre un frost blanket. Aussitôt qu'on sort nos tomates dehors, c'est lui donner une belle petite frost blanket là, pour les protéger, surtout dans les nuits qui tombent à être frais. Quand on amène nos affaires dehors dans le jardin, je trouve que c'est vraiment important qu'on prenne en considération le fait que le temps peut faire toutes sortes de différentes choses, puis ça peut vraiment faire des impacts sur nos plantes. Des fois, on a des juins qui sont frais, des fois, on a des mois de mai qui sont vraiment chauds. Puis les mois de mai, des fois, on peut avoir des journées vraiment, vraiment chaudes. J'ai vu des 30, 32, des 33 degrés Celsius au mois de mai. Puis c'est tentant de sortir nos plantes dehors à un temps comme ça, mais encore la possibilité d'un gel, même si qui fait 30 aujourd'hui, c'est au Nouveau-Brunswick, là. Ça ne veut pas dire que c'est que demain, il ne va pas avoir 6 pouces de neige, là. C'est là, je doute qu'il y ait de la neige au mois de mai, mais ça ne veut pas dire que c'est qu'il pourrait pas avoir une nuit frette qui pourrait geler nos choses. So, si on prend le risque, de sortir nos plantes de bonne heure dans la saison, c'est une bonne idée de prendre puis les découvrir avec une frost blanket, une petite serre, une petite greenhouse. Aussi qu'on a une vraie greenhouse, là, c'est ça la place à les mettre pour commencer là, dans ces tons-là de l'année. Puis même, il y a plusieurs variétés de tomates qui font très bien dans des serres. Puis ça peut allonger notre saison énormément. Tu sais, si on a une serre, ben, là, on peut commencer nos tomates un petit peu plus de bonheur dans le mois de mai. On peut les mettre dans la serre au mois de mai, puis les garder en production. Là, tu sais, là, surtout si on a des variétés qui produisent continuellement. On va regarder à ça plus tard. Il y a deux différentes variétés de sortes de tomates là, tu sais, là, puis il y a une sorte tu sais, là, qui peut durer tu sais, beaucoup plus longtemps dans l'automne. So, nos types de tomates qui sont disponibles à nous autres, on a des déterminés et des indéterminés. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Les plantes déterminées, c'est comme des Roma, par exemple. C'est une plante déterminée. Elle va pousser une certaine hauteur, d'habitude de l'entour de 36 pouces de haut, puis tu sais, à peu près 3 pieds de haut. Puis elle va donner comme une récolte seulement, puis une fois qu'elle a fini sa saison, elle a fini. Les indéterminés, eux, c'est ceux-là qui sont grimpants. Tu les vois souvent dans des greenhouses commerciales. Ils sont prônés à juste faire une single stem, puis ils sont wrappés autour d'une ficelle qui est attachée au plafond. Puis ça peut pousser des 10 pieds, des 12 pieds de haut, là, tu sais, là. Puis ça va continuer à produire aussi longtemps que ça reste en vie. So, tant qu'on peut les prévenir qu'ils vont geler, ils vont rester en production. So, c'est là où c'est que ces variétés-là, des plantes indéterminées, les tomates grimpantes, qu'on peut mettre en production de donne serre et les garder là, là, jusqu'au mois de tard novembre, même jusqu'à décembre, si le temps est vraiment sur notre bord. Souvent, on n'a pas des grosses gelées, puis dans une greenhouse, là, là, on peut souvent s'en sortir puis les garder en production pour bien plus longtemps.
On n'a pas besoin d'une greenhouse, par exemple. Moi, souvent, je fais juste je mets juste une bouchure, comme ici, tu as la photo à la droite. Vous voyez, ça, c'est une variété appelée Sweet Million. Ça fait une grappe, puis c'est tout, il doit y avoir comme 40 petites tomates, des petites cherry tomatoes là-dessus, ça. Puis essentiellement, je le prune pas, je le laisse juste grimper dessus. C'est comme une cattle panel, là, tu sais, là, c'est comme des barres de métal espacées, des gros carrés 6 pouces. Puis tu sais, les branches se mettent de là-dedans, puis ça reste debout là-dessus. Des fois, ça tombe par terre, je les laisse faire. Mais si vous remarquez bien, la photo à la droite, ça, c'est mon jardin chez nous. Il n'y a pas de blé. Mais celui-là à la gauche, puis comment est-ce que c'est qu'elle est crowded même, puis il y a quasiment pas de feuilles parce que c'est que sa plante-là a eu beaucoup de blight. Puis là, on va regarder à cause que c'est qui cause ces problèmes-là. Tu sais, là. Ça fait la plante déterminée pour aller plus en détail. On ne veut pas pruner des plantes déterminées, comme des Roma, des Scotia, des affaires comme ça. Si on enlève des branches, on réduit son potentiel productif. C'est là, souvent, on entend parler de pruner des suckers, c'est sûr, les tomates, mais pour les bush, les variétés bush, les plantes déterminées, c'est pas une bonne idée de les pruner, surtout dans notre courte saison. Souvent, ces branches-là vont donner d'autres fleurs, puis te donner that much de plus de tomates. Si on prune une tomate déterminée, on veut juste enlever les feuilles du bas. Les premiers 8 pouces le bas de la plante, c'est bon d'enlever toutes les feuilles de là, juste garder la tige. C'est là, dans les premiers 8 pouces. Les tomates aiment d'avoir les jambes à l'air. C'est comme si ils portent une skirt, puis ils aiment ça d'avoir les jambes à l'air, ça les garde en meilleure santé. Ça laisse l'air passer dessous, puis ça permet de mieux circuler l'air pour pas qu'il y ait tellement d'humidité, puis de potentiel pour avoir des maladies de fungus, comme par exemple le blight. On voit ça des fois, là, c'est des feuilles tournant jaunes avec des taches brunes. C'est ça pousse environ 36 pouces de haut. Puis ça produit une récolte seulement. Puis ça, c'est normalement des tomates qu'on va utiliser pour faire des sauces, des spaghetti sauce, du ketchup, tu sais, là, des soupes aux tomates, beaucoup faire des préserves. Nous autres, on a commencé même à commencer à les déshydrater, nos tomates. On a essayé ça pour la première fois l'année passée. On n'avait jamais pensé d'essayer ça. Souvent, on faisait juste, on bouteillait toutes nos tomates. Puis, pour ça, on mange beaucoup de spaghettis, puis des macaronis, puis des affaires comme ça. Puis, on fait nos propres sauces, hein. Puis, par exemple, j'ai trouvé que c'est beaucoup moins d'efforts à les faire déshydrater pour les préserver. Puis, ça fait une belle sauce. Puis, basically, quand tu veux reconstituer ta tomate pour faire une sauce, ben, tu lui donnes l'eau que tu as besoin pour avoir la consistency que tu veux. Ceci, ça s'appelle un Florida Weave. Essentiellement, c'est des bâtons. Puis ça peut être des bâtons solides parce que les tomates, ça peut venir pesant, surtout quand c'est qu'apporte du fruit. Dépendamment de la grosseur de la plante, comme des beefsteaks, par exemple, là, ça peut faire des fortement grosses plantes pesantes, puis avec des gros fruits, c'est là, qui peut peser quasiment une livre chaque. C'est là, il faut que ton trellis c'est solide assez. Ça ne donne rien de planter un pitcher puis qu'il y ait un pied dans la terre. Il faut vraiment l'enfoncer, là. Puis il faut que ça soit un pitcher solide. Surtout ceux-là sur chaque bout du sayon. So basically, tu mets un poteau, tu mets deux plantes, un autre poteau, deux plantes, un autre poteau, deux plantes. Tu peux faire trois plantes aussi, ce n'est pas de moi, là, parce qu'il y a la 16 des plantes. Mais le plus d'espace qu'il y a entre les poteaux, le plus facile que c'est que la plante peut galancer puis pencher d'un bout. So, moi, j'ai tout le temps trouvé ici de mettre tu sais, là, les espacés à tous les deux plantes, tu as un poteau. J'ai trouvé que c'est vraiment solide. La manière que le Florida Weave, ça marche, c'est que tu attaches deux ficelles, une sur chaque côté de ta plante, puis tu runs deux ficelles, puis tu mets des ficelles à peu près à tous les 8 pouces. À mesure que ta plante grandit, tu vas ajouter une coupe un autre stringé. Puis là, la plante, parce qu'elle est entre les deux cordes, elle ne va pas pencher d'un bord ou de l'autre.
Puis c'est une bonne idée, surtout entre les plantes, d'amarrer les deux ficelles l'une contre l'autre. So, j'arrive avec une petite ficelle, des fois, tu sais, 3 pouces, 2, 3 pouces de long, juste assez pour faire un petit nook, puis amarrer les deux, le ficelle d'un avant et la ficelle d'un arrière, pour pas que ça s'espace. Si qu'une plante se penche d'un bord, ben, l'autre ficelle aide à la chaîne en place. On ne veut pas amarrer la plante, la tige, la plante vraiment solide. La beauté de ce système ici, c'est que la tige, elle galonce, elle peut frotter un petit peu, mais elle n'est pas choquée par la ficelle qui la tient. C'est là, ça, c'est un gros problème. C'est qu'on amarre la tige à sa certaine grosseur, puis la tige grossit, ben, la ficelle va couper la circulation. Puis on ne veut pas ça. So, le Florida Weave, lui, parce que c'est que la tige est juste à côté sur la ficelle, puis elle l'arrête de pencher d'un bout à l'autre, elle garde une belle rangée. Ça arrête qu'il y ait du truc de dommage à la tige. À mesure qu'elle grandit, on peut ajouter d'autres ficelles. Puis on peut, tu sais, la mesure qu'elle produit, là, si on peut keep up avec elle, si y a une branche qui tombe autour, on peut la tucker back in. Si ça vient trop plein de feuilles, on peut pruner une coupe de feuilles ici et là. Surtout ceux-là qui sont en train de rentrer dans le walkway, si qui n'ont pas de fleurs, si qui ne produisent pas des fleurs pour faire du fruit, ben on peut carrément les enlever. Puis, tu sais, là, garder ça nice puis propre. L'affaire est, c'est qu'on ne veut pas crowder les plantes de tomates là, comme côte à côte, puis comme d'avoir comme 4 ou 5 toutes bunchées d'un chat, parce qu'on veut que l'air circule vraiment freely à travers de la plante. On veut aider la plante à sécher ses feuilles aussi vite que possible. S'il mouille, on veut que les feuilles sèchent. Le vent est capable de passer à travers. Si c'est trop bunché ensemble, trop tight, le vent ne rentre pas, puis les feuilles restent humides. C'est là que c'est qu'on a des problèmes de blight. Vous remarquerez aussi à la base des plantes que j'ai une petite couche, j'ai un mulch. Souvent, je vais mettre du seaweed. Et bon, 2 ou 3 pouces de seaweed, ben, ça n'a pas besoin d'être du seaweed, ça peut être de la paille, ça peut être un 6 pouces épais de foin, ça peut être n'importe quoi ce que c'est que vous avez disponible, des feuilles, tu sais, là, n'importe quoi en tout. Anything qui va être là, qui est organique, qui va être capable de décomposer, mais qui va prévenir que l'eau, la pluie peut splasher la vase back sur la plante, puis aussi pour réduire l'évaporation de l'eau dans la terre. Parce que l'évaporation de l'eau terrestre, dans le niveau des racines, ça peut causer d'autres problèmes, d'autres maladies qui viennent souvent. Beaucoup de monde me demande ces questions-là, mais moi, j'ai du blossom end rot. Comment est-ce que c'est que je fais pour arranger ça? Ben, c'est comme ça. Il faut mettre un bon mulch, protéger la terre, arrêter l'eau d'évaporer. La terre a besoin de rester humide, mais les feuilles ont besoin de rester secs. Puis ça mène à un autre point. Il ne faut pas arroser les feuilles de tomates. Si on arrose nos tomates, arrosons pas les feuilles. Arrosons juste le niveau des racines. Puis vous remarquerez que c'est là, la base des plantes est pleinement ouverte, l'air peut passer très facilement, il y a de l'espace entre les feuilles, tu sais là, puis il y a un petit peu d'opening, là, puis comme chaque saillon, lui, tu sais, il te donne cet espace-là. Sur une autre sorte de plantes, c'est des plantes indéterminées. C'est ceux-là qui vont continuellement pousser jusqu'à temps qu'ils gelent. Ça peut être entraîné à pousser sur une ficelle. So, c'est ceux-ci, les plantes indéterminées, on peut, si on veut les traîner sur une ficelle, on peut enlever les suckers dessus. Puis là, parce qu'ils poussent juste sur une ficelle, on peut en buncher plusieurs côte à côte, pas mal proches, pour maximiser le nombre de plantes productives dans un espace dans le jardin. Si c'est dans le greenhouse, ça marche fine. C'est là, la pluie tombe pas dans la greenhouse. So là, c'est qu'on met des weeping hoses, on peut mettre des aquaponics, où on peut faire toutes sortes de différentes manières pour arroser juste le niveau des racines. Les feuilles restent secs. Puis tu sais, on veut faire sûr de bien venter, par exemple, parce que dans l'été, dans le greenhouse, on peut avoir des belles grosses températures chaudes. Puis, oui, les tomates aiment la chaleur, mais ils n'aiment pas de se faire cuire dessus la vigne. Là. C'est là, il faut vraiment venter bien les greenhouses. Ceux-ci, c'est les variétés qu'on va manger fraîches. Souvent, les tomates qu'on achète au magasin,
C'est des variétés dans les greenhouses, c'est produit de même, c'est des indéterminés. Puis, on peut en avoir qui, ça peut varier des petites cherry tomatoes à des belles grosses tomates comme ça. Comme que vous voyez ici, c'est une production dans la photo commerciale. Puis, ils enlevont souvent les feuilles d'en bas. Ils gardent juste les feuilles d'en haut qui faisant de la photosynthèse. Puis, à mesure qu'elle produit puis qu'elle commence à rougir, ils enlevont les feuilles autour pour que la tomate reste exposée au soleil, qu'elle peut mieux euh, rougir sur la vigne. Mais ça, c'est des pratiques qu'on voit plus, nous autres, dans des régions comme Californie, Mexique, plus au sud, jusqu'à ce qu'il y a des grandes saisons. Mais nous autres, là, c'est de quoi qu'on veut watcher pour. Là. On ne peut pas tout le temps faire rougir nos tomates de sur la vigne. Vous voyez ici sur le diagramme, excusez, là, les titres sont en anglais, mais on peut commencer par en bas ici, on a la tige qui montre au centre. So, si on veut traîner une plante indéterminée, on veut enlever les suckers. Comment est-ce qu'on trouve des suckers? So, ici, dans le diagramme, ici, vous voyez à la base d'une feuille, dans la joint entre la feuille et la main tige, là, il va y avoir ce qu'on appelle un sucker. C'est essentiellement, c'est une branche qui veut pousser. Sur nos plantes déterminées, sa branche-là va grandir, va faire des feuilles, va faire des fleurs, puis va faire du fruit. Puis ça peut venir pas mal bushy. C'est pour ça qu'on appelle des plantes déterminées des bush varieties en anglais. C'est que ça vient comme un arbuste, là, là, puis ça peut venir pas mal épais. On peut en enlever un petit peu, surtout ceux-là qui crowd beaucoup la plante puis qui arrête l'air de circuler. Là, enlever une feuille ici et là ne va pas faire de tour. Les suckers, par exemple, c'est une bonne idée de les laisser si on peut. So, ici, sur une plante déterminée, on pourrait juste enlever une coupe de feuilles, c'était là pour laisser l'air circuler, mais garder nos suckers pour produire plus de fruits. Puis le plus de branches qu'on a, le plus de potentiel qu'on a à produire plus de fruits. Souvent, les indéterminés, tu vas voir une feuille, une autre feuille, puis là, tu as un cluster de fruits, puis une autre feuille, une autre cluster de fruits sur l'autre bord. Puis ça va alterner même tout en montant. Puis, so basically, tu veux enlever les suckers qui sont sur la base des feuilles, puis juste garder les clusters de fleurs pour produire notre fruit, puis garder bon pied ouvert pour que l'air circule bien. Sûr, comme je mentionnais tantôt, on ne veut pas nécessairement ici, dans notre climat, surtout si on les pousse juste dehors, c'est pas une bonne idée d'essayer de laisser les tomates rougir sur la vigne. Parce que la tomate, une fois qu'elle commence à rougir, la peau perd son élasticité. Puis si là, elle commence à rougir pendant une grosse pluie, la tomate va vouloir grossir, elle va absorber de l'eau, puis elle va vouloir grossir, puis elle va tout craquer la peau. Puis là, ça peut la faire pourrir. C'est souvent qu'on va trouver des fourmis dessus en train de manger de là-dedans après. Puis il y a un gros tas de problèmes. Tu sais, là, tu as une belle tomate rouge, puis tu arrives, puis elle n'est plus mangeable. Tu sais, là, c'est pas l'idéal. Puis moi, j'ai trouvé personnellement, si tu récoltes tes tomates à mesure que tu avances, tu sais, là, une fois qu'ils sont rendus grosses, tu les enlèves, tu les amènes à la maison, tu les sers dans une boîte avec un petit essuie-main de sulfate pour garder l'air. Tu sais, là, on renfermé dans la boîte. Ils peuvent rougir de même dans la maison. Comme ça donne le temps de la plante, puis l'énergie, à la place d'essayer de rougir une tomate sur la vigne, là, va remettre ses énergies à faire grossir d'autres tomates. Les plus petites tomates, elles vont avoir plus de force à en grossir d'autres, puis elles vont vous donner, je ne suis pas sûr qu'est-ce que les pourcentages de plus de production de volume de tomates, mais je dirais que c'est autour de 10 à 25% de plus de tomates si on les récolte à mesure qu'ils vont grosses, mais avant qu'ils tournent en rouge la plante est capable de produire that much de plus de fruits pour vous autres au cours de la saison. Puis vous avez encore des tomates rouges. Là. C'est juste que c'est qu'ils ne vont pas rougir sur la vigne. C'est là, comme beaucoup d'autres de nous autres, on veut, là, on entend ça souvent dans les médias, puis là, dans la culture populaire, là, on parle de vine ripened tomato, puis c'est l'idéal. Mais pratiquement, ici, dans notre région, moi, j'ai trouvé c'est pas meilleur de la laisser rougir à la maison puis les cueillir à mesure
on a beaucoup plus de production au courant à la fin de l'année. Par exemple, on veut faire attention quand on récolte notre tomate, on veut pas enlever sa petite calotte. Le petit capuchon, là, tu sais, la petite tue là, avec les petites pointes, là, puis on veut garder ça dessus. Ça fait qu'on ne veut pas juste graber une tomate puis l'arracher même, parce que si on enlève ce petit capuchon-là, c'est comme à l'habitude de recevoir du jus, puis de l'eau, puis tout ça d'affaires de la plante. Ça veut dire il y a des vaisseaux, pas sanguins, mais c'est comme pour passer des liquides qui se transmettent entre la tige, c'est là, à ce point-là, sur le fait de la tomate. So, si vous remarquez sur la tige de la tomate, il y a comme un knuckle. Elle va se plier d'un ongle un petit peu, puis c'est comme gonflé. Si tu prends ta tomate, puis tu mets ton pouce dessus sur ce knuckle-là, puis là, tu la plies de même, elle va snapper sur le knuckle, puis elle va te garder son capuchon. Puis là, tu peux la rentrer dedans, puis la faire mûrir, puis elle aura moins tendance à pourrir. Si on arrache le capuchon, c'est sûrement que la tomate va pourrir avant qu'elle puisse mûrir. So, tu sais, là, c'est une bonne pratique d'apprendre comment c'est qu'on récolte nos tomates, de juste les prendre puis mettre son pouce de même de sur ce knuckle-là, puis le plier à l'opposé de ce que c'est à les plier d'un angle comme ça. Ben, si tu la prends ton pouce de même puis tu fais ça avec, là, elle va snapper là, puis là, tu peux garder cette partie-là du fruit, puis ça va l'aider à mieux avoir un meilleur taux de succès pour, euh, pour mûrir en dedans de la maison. Souvent, comme ici, c'est soigner de nos tomates puis nos productions. Comme vous voyez, tu sais, on recycle des boîtes. Des fois, on a pas assez de boîtes. Des fois, c'est dans des gros bocals. Ça peut être dans des paniers. N'importe quoi, ce que c'est qu'on a, on recycle, tu sais, là, beaucoup, nous autres. So, basically, ça se fait remplir par des tomates. So, il faut checker souvent. Puis, à mesure qu'ils tournent en rouge, c'est ce temps-là que tu veux les user. So, nous autres, de même, on peut mettre les tomates de même en mûrir, puis tu sais, on va récolter des tomates anywhere au mois d'août, septembre, octobre. On court en train de récolter des tomates. Puis je m'ai déjà vu récolter mes tomates, mes dernières tomates de la saison au début de novembre. So, comme ça peut rester dedans ces boîtes-là pour une grande période de temps. Puis souvent, nous autres, on va nous voir, on court manger des tomates fraîches dans ces bocals-là. Tu sais, les dernières vont mûrir, tu sais, là, après Noël. C'est souvent mi-temps de janvier, là, on est en train de manger nos dernières tomates, là. So, il faut checker ces bocals-là. Il ne faut pas faire tous des gros contenants, des contenants petits assez que tu peux brasser à travers, sortir tes tomates mûres avant qu'ils pourrissent. Puis, on veut garder comme un essuie-main de sulfate pour pas que les fruit flies et les affaires rentrent dedans. Là. Tu sais, là, on veut garder ça pas mal propre. C'est que c'est affecté par des fruit flies, puis des tomates qui pourrissent dedans, puis ça devient un mess, ça devient une vraie soupe, puis c'est gross, là. So, c'est important de garder un œil dessus et vérifier à tous les 2 jours ou 3 jours, tu sais, là, pas espérer 2 semaines, 3 semaines avant de checker tes tomates, parce que tu vas arriver, puis ça sera une soupe pourrie, puis ça sera un mess du job à débarrasser. Sur les tomates, on n'a pas tout le temps de les bouteiller tout de suite à mesure qu'ils mûrissent. So, des tomates qui sont mûres, on peut juste les tirer d'un Ziploc bag, puis les tirer d'un freezer, puis ils sont fines de même. Ça se gèle vraiment, vraiment bien. Puis si on veut faire une sauce après ça, quand on a le temps, nous autres, on aime ça. On préfère de faire nos bouteillages dans l'hiver quand il fait frais dehors, à la place de le faire quand, tu sais, à la fin du mois d'août, là, début de septembre, là, il fait chaud. Là. Puis on ne veut pas nécessairement être debout sur le fait des gros chaudrons en train de bouillir de l'eau là, quand c'est ici qui fait 35 dehors. Là. Là, c'est pas confortable. Sur nous autres, c'est souvent, on va juste ramasser les fruits mûrs, les mettre dans des sacs, tirer ça dans le freezer. Ça se build up. Puis quand c'est qu'on a du temps plus tard, on peut prendre 3-4 sacs, puis faire une batch en bouteille, puis tu sais, là, à mesure, tu sais, là, de faire, plus quand on a du temps de luxe, là, tu sais, quand on a du free time, c'est ce temps-là qu'on on va faire ces préserves-là. On peut les déshydrater aussi. Moi, je trouve ça, c'est une vraie belle méthode de les faire, de les préserver. C'est stable pour longtemps. Bouteiller, ça peut durer quasiment un an, tu sais, là, un an et demi. Mais déshydraté, là, c'est qu'on le garde sec, puis tu sais, là, de vacuum seal, ça peut durer plusieurs années. Tu sais, là.
Puis ça se use vraiment facilement. Juste besoin de tirer de l'eau, puis ça se rehydrate vraiment, vraiment bien. Sur les problèmes, on a parlé tantôt un petit peu là-dessus, et on parle plus en détail sur le blight, puis le blossom end rot. Sur le blight, comme j'ai mentionné tantôt, c'est une fungus, c'est une sorte de champignon qui pousse une moisissure, qui vit dans la terre, ça vit partout. So, si on a de blight sur notre plante de tomates, là, on n'a pas besoin de paniquer là, qu'on ne peut plus pousser des tomates dans ce jardin-là. Là. Puis on n'a pas besoin de paniquer qu'on ne peut pas mettre ça dedans le compost. Le compost, si on fait un compost qui vient chaud, ça débarrasse de ça. Puis il y a des spores de blight partout déjà, anyways. C'est juste, on veut juste éliminer les conditions qui créent que ça devient un problème. Puis la manière que ça infecte ta tomate, c'est que si les feuilles restent humides, surtout s'il mouille, puis il y a de la vase au pied de la tomate qui splash up, puis qui splash sur les feuilles, ça qui arrive, toute cette vase-là reste dessus, puis il y a des spores de blight dans cette vase-là. Ça fait que puis si que la feuille reste humide pour longtemps assez, le spore va avoir la chance à grandir, puis là, il infecte ta plante, puis c'est ça le blight. C'est ça qu'on peut faire avec des tomates déterminées et aussi indéterminées. Toutes les variétés de tomates, on veut enlever les premiers 8 pouces des feuilles en bas, le bas de la tige. Puis, c'est une bonne idée de mettre un bon mulch pour s'assurer que la vase n'est pas capable de splasher là. Quand on a un mulch, la pluie fait sur le mulch, puis la pluie va splasher back dessus la tomate, mais elle ne va pas emporter la vase, la boue, jusqu'à ce que les spores du blight, le fungus, existe. Puis c'est ça qui va réduire ou éliminer les problèmes de blight. Moi, ça fait 10 ans sûr que j'use des pratiques de même. J'ai jardinné ça fait 20 ans que je jardine. Mes premières 10 ans, j'avais des problèmes de blight, puis c'était tout le temps un struggle. Puis surtout quand on avait des étés pluvieux, comme qu'on a eu l'été passé, le mois d'août, il a mouillé quasiment tous les jours, le mois d'août. C'est pas mal tough de sur des plantes. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser plus du mulch, du paillis, j'use du seaweed surtout autour de mes plantes de tomates, euh, j'ai rarement du blight. Puis c'est jamais une infestation, parce que c'est que comme toutes mes plantes sont maganées, là, puis comme ils sont toutes tout nues, puis il reste bien que la tige, puis une coupe de plantes, une coupe de fruits qui essayent de rougir. Les plantes, d'habitude, avec des bonnes pratiques de paillis, vont rester en bonne santé jusqu'au gros gel. Sur le blossom end rot, ça c'est ce que c'est que le dessous de la tomate pourrit avant qu'il ait la chance à maturer. Ça, si on fait de la recherche là-dessus online, on va voir que les gens disent que c'est causé par un manque de calcium. So, on va voir beaucoup de monde amener des coquilles d'œufs, puis mettre des tums, puis mettre toutes sortes d'affaires autour de la plante de tomates. Mais du calcium, c'est une poudre, c'est un minéral. Puis si c'est sec, la plante ne peut pas l'absorber. So, même si c'est présent dans la terre, si la terre est venue sec, la plante n'est pas capable d'absorber son calcium, puis elle va faire du blossom end rot. C'est là. Puis, c'est pas une question de. Il y a du calcium en masse dans la plupart de nos terres ici, là. Il y a du calcium en masse normalement. Ce qu'on veut faire, c'est l'arrêter la terre de sécher pour que le calcium reste en solution, puis que la plante peut continuer à l'utiliser. Mais la terre nue, souvent plusieurs d'entre nous autres, puis je faisais ça moi aussi dans le passé, tu sais, là, on n'use pas du mulch, puis la terre nue, elle est dark, puis quand des grosses journées chaudes, là, à cause qu'elle est si foncée, elle va beaucoup venir très chaude, avoir des températures au niveau de la terre qui peut reacher, j'ai mesuré dans des jardins, j'ai amené un infrared sensor, puis j'ai mesuré des températures au niveau du sol de 55 degrés Celsius. C'est pour de l'eau, là, mais ça, la terre est sec à ce niveau-là. Puis toutes les racines de surface ne sont pas fonctionnelles pour tout. Il n'y a rien qui work. Souvent même, ils vont être brûlés et détruites à des températures de même.
Puis une plante, quand on essaie d'essayer de faire du fruit, elle demande beaucoup d'eau pour pouvoir remplir les tomates pleines d'eau, hein. C'est un fruit qui est vraiment chargé d'eau. Ça fait que sécher comme ça, c'est pas en tout ce que c'est que la plante veut, c'est extrêmement stressant pour la plante. Elle devient vulnérable, elle devient faible, elle n'a plus la force à produire tout le fruit qu'elle essaie de faire pour les autres. So, c'est pour ça que du pays corrige les deux gros problèmes qu'on a avec nos tomates, le blight et le blossom and drought. So, c'est juste essentiellement, on veut couvrir notre terre, la garder protégée, protégeant cette terre-là, protéger les organismes bénéfiques qui vivent dans la terre, puis tout ça va s'arranger que la plante va bien vivre en bonne santé et rester productive plus longtemps au courant de la saison. Parce que aussitôt qu'elle sèche, elle ne pousse plus. Puis elle ne va pas bien pousser jusqu'à temps qu'elle reçoit de l'eau. Puis si elle passe à travers des périodes de sécheresse, puis ensuite surchargée, c'est là, passer back and forth comme ça, là, faire le yo-yo de hydratation, ça va causer des problèmes excessifs sur les plantes. Puis elle va juste être maladive, moins productive, va pas pousser gros. C'est là. Puis on a beaucoup plus de problèmes. So, prenez mon avis, puis allez chercher du paillis, ça n'a pas besoin d'être quoi de cher, ça peut être complètement free. Tu sais, là, souvent, juste nettoyer autour du jardin, même des grass clippings. Quand je coupe nos gazons, racler toute cette matière-là, puis mettre ça au pied des tomates, là, tu sais, une bonne couche de ça autour des tomates. Premièrement, des gazons fraîchement coupés, il y a beaucoup d'azote dedans qui peut aider les plantes de tomates à se ravigoter, là, puis à pousser des belles feuilles vertes. Puis, tu sais, là, si on arrête tu sais, la terre de s'évaporer, on aurait une bien meilleure production de tomates, beaucoup plus stable, puis beaucoup plus productive au courant de toute une saison. So, essentiellement, c'est ça que je parle about ici, du paillis. So, illustré dans la photo ici, c'est du eelgrass, en français, on appelle ça des austères. On trouve ça sur la plage. Nous autres, ici, au comté de Kent, on est pas mal proche de la mer. Plusieurs d'entre nous vivent sur le long des rivières, sur la rivière de Couchiboukouak, Couchiboukouak 6, Saint-Charles, tu sais, là, Richibouctou, Bouctouche, là, tu sais, Coquante. Dans les estuaires, on va trouver, tu sais, là, de la partie où l'eau est salée, c'est souvent qu'après des tempêtes, on va trouver des austères comme ceci sur la plage. Je ne suggère pas d'aller dans la rivière puis avec un râteau puis sortir du seaweed puis amener ça au jardin. Le seaweed qui est dans l'eau est important pour les habitats aquatiques, pour les poissons puis toutes les choses qui vivent dans la rivière. Il ne faut pas aller briser ça. Mais quand c'est que la plante se dégage tout seul puis elle s'accumule sur la beach, on peut en ramasser, pas toutes. Tu sais, on n'a pas besoin de faire un gros nettoyage sur tout le landscape de tout le bassin versant. Mais tu sais, on peut le ramasser pour nos besoins des autres, l'amener à la maison, puis les parer de même. Puis un bon 3 pouces, le 3-4 pouces épais autour de nos plantes. Puis, tu sais, là, on n'a pas besoin d'avoir peur pour le sel. Souvent, quand ça se ramasse sur la plage comme ça, c'est que ça se ramasse pendant une tempête de pluie ou d'un storm. Puis, ça se fait laver dans cette pluie-là. Puis, le sel n'est pas assez pour causer des problèmes dans le jardin. Au contraire, même il y a un tout petit peu de sel, assez pour me faire les limaces, toutes les slugs, puis des snails, puis tout ça. Ça les fait se sentir mal à l'aise. Ils n'enjoyent pas de hang around là-dedans. Mais les vers de terre adorent le- les, euh, les algues comme ça. Puis ça peut besoin d'être des austères, si c'est des différentes variétés que vous trouvez sur la plage. Ça pourrait même être des reeds. Des fois, il y a des grands herbiers là, qui se ramassent, là, puis ça s'accumule, ça aussi. Puis amener ça dans le jardin. N'importe quoi ce qui sort de l'eau comme ça peut être utilisé comme un mulch. Puis il n'y a pas de graines de ça qui est sorti de la rivière qui va prendre dans ton jardin. Ça, tu n'as pas besoin de worrier pour amener des graines de mauvaises herbes dans votre jardin. Des fois, le foin, par exemple. Moi, j'use du foin dans mon jardin, mais pour que ça work dans le jardin puis que ça ne fasse pas comme juste planter une bunch de faire un gros champ de foin dans ton jardin, il faut le mettre épais assez. Minimum 6 à 8 pouces épais de foin va arrêter, c'est le prévenir de faire pousser
des mauvaises herbes parmi ça, puis ça va bien marcher comme un mulch, ça se décompose bien, les vers aiment ça, puis ça aide à nourrir le terrain. Mais par exemple, si on enlève le mulch, il y aura des graines à la surface de la terre, puis ils sont viables. Mais si on use des algues dans le jardin, on n'a pas ce problème-là. Puis on peut racler nos algues à la fin de la saison, les mettre dans le compost, couvrir nos plates-bandes avec une tarp, puis elle sera prête pour travailler avec le printemps d'ensuite, sans être recouverte de graines de mauvaises herbes qui peuvent causer des problèmes à long terme.